Bon. Alors, nous allons parler aujourd'hui des aventures du capitaine Hatteras. C'est le premier roman que Jules Verne ait publié dans le magasin d'éducation et de récréation. Et c'est le premier c'est celui qui a ouvert la série de ces volumes, de ces grands volumes illustrés dans lesquels on peut lire Jules Verne aujourd'hui. Ce n'est pas un des livres les plus connus de Jules Verne, et pourtant c'est certainement un des plus beaux et un des plus importants, parce que c'est avec lui que le projet des voyages extraordinaires prend véritablement corps. C'est un des plus beaux parce que c'est un des plus lyriques, et en même temps c'est certainement l'un des mieux construits et l'un des mieux écrits. Nous avons vu déjà que les voyages extraordinaires comportent toujours un trajet principal, et que ce trajet, en général, est complété par un trajet préliminaire et un trajet final qui font que l'ensemble du texte forme un cercle ou à peu près, car après le voyage, on retire du voyage quelque chose. Par exemple, le docteur Ferguson et son domestique Joe, qui, avant le voyage, sont séparés l'un de l'autre par une différence sociale fondamentale, eh bien, vont, à la fin du voyage, être deux amis. Et de même, le Phileas Fogg, après son tour du monde en 80 jours, n'aura rien gagné, pas un sou, il n'aura rien gagné si ce n'est le bonheur. C'est-à-dire que ce qu'on retire du voyage, c'est de l'or, si vous voulez, mais c'est un or intellectuel, c'est une transformation de la réalité. Nous avons vu que le trajet est au moins aussi important que l'endroit où mène le trajet. Dans 5 semaines en ballon, l'endroit où a mené le trajet, c'est simplement celui d'où l'on peut repartir vers Londres. Il n'empêche qu'il y a à l'intérieur du trajet un certain nombre de points remarquables que l'on atteint ou que l'on n'atteint pas. Ces points sont encore plus remarquables lorsqu'on ne les atteint pas tout à fait. Dans 5 semaines en ballon, nous avons un point remarquable bien caractéristique qui est les sources du Nil. Le point remarquable, ces points remarquables à l'intérieur de l'espace dans lequel se font les trajets, ces points remarquables vont être ce qui organise fondamentalement ces trajets. Et on peut les définir un peu de cette façon-là. Le point remarquable est ce dont on s'approche pendant un certain temps, puis ce dont on s'écarte. C'est, si vous voulez, on peut le définir comme un point de rebroussement à l'intérieur de cette navigation, de ce trajet. Vous voyez un point où les choses se renversent. Le point à partir duquel on va revenir chez soi, où le trajet a été suffisamment décisif pour que, si vous voulez, on ait gagné l'or, qu'on ait déjà fait cette approche du paradis, qui est ce que l'on cherche à l'intérieur de ce voyage. Parmi ces points remarquables sur la surface de la Terre, il y en a un qui est particulièrement propice, c'est le pôle. Et Jules Verne va commencer par le pôle Nord. Au moment où Jules Verne écrit les aventures du capitaine Hatteras, et jusqu'à la fin de sa vie, le pôle est encore considéré comme inaccessible. Un Anglais a décidé, cette entreprise surhumaine, d'aller jusqu'au pôle. C'est une entreprise tellement surhumaine que c'est une entreprise qui d'abord est secrète. Ainsi, il va à Liverpool
faire construire un bateau, et puis il va recruter tout un équipage sans dire son nom et sans dire où le bateau doit aller. C'est un homme qui est riche et qui, ainsi, va payer des gens pour une aventure dont on ne sait pas encore exactement ce qu'elle sera. Ce sont des gens qui partent pour un voyage, mais ils ne savent pas quel voyage. La seule chose que l'on devine peu à peu, c'est que l'on va aller vraisemblablement vers le nord. Avant le voyage proprement dit, c'est celui qui commence au moment où le capitaine se révèle. Mais avant cela, avant que l'équipage soit au complet, eh bien, il y a tout un prélude qui est la construction du navire, le départ du navire et l'énigme du navire. Le capitaine secret va communiquer avec l'équipage par un certain nombre de lettres, par un certain nombre de messages. Et ces messages vont être portés quelquefois par un chien. Un Danois, un chien du Nord, si vous voulez, du nord de l'Europe, un Danois qui est l'intermédiaire entre le capitaine et l'équipage, qui est ainsi, au début du livre, le représentant du capitaine. Et puis, à un moment où, lorsque l'on monte vers les glaces, à un moment de grand danger, le capitaine se révèle, c'était un des matelots qui était là, qui prend le commandement, qui a la clé de la cabine du capitaine, qui est identifié immédiatement par le comportement du chien. C'est à ce moment-là que l'on sait qui est le capitaine, et à ce moment-là, on sait que l'on va vers le pôle. On est déjà si loin qu'il est extrêmement difficile de reculer, de retourner. C'est pour cela qu'il y a eu toute cette stratégie. L'équipage est un équipage complet de navires. Et par conséquent, nous avons beaucoup plus de personnes là-dedans qu'à l'intérieur de la nacelle de 5 semaines en ballon. Mais immédiatement, on voit un certain nombre de parallélismes entre les deux équipages. À l'intérieur de 5 semaines en ballon, nous avions un savant, le docteur Ferguson, un chasseur, Kennedy, et un domestique, Joe. À l'intérieur du Forward, le bateau qui va en avant, du capitaine à terrasse, nous avons un docteur aussi, un savant qui s'appelle le docteur Claubonnet et qui va passer son temps à raconter des histoires. Ce sera le narrateur de l'expédition et qui, à chaque point remarquable, va raconter la catastrophe d'un explorateur précédent. Il est aidé pour cela par la bibliothèque qu'il a emportée. Dans sa cabine est un abrégé de la science, un peu comme le sera l'installation du Nautilus. Il a tous les livres, il a rassemblé tous les livres qui concernent des expéditions polaires. Et il a tous les instruments scientifiques autour de lui dont il pourra se servir. À l'intérieur de l'équipage, nous avons évidemment des chasseurs et nous avons toute une hiérarchie de gens qui sont les serviteurs les uns des autres. Le capitaine lui-même apparaît comme un personnage tout à fait énigmatique. Non seulement d'abord, on ne sait même pas qui il est, mais à partir du moment où il est là et où il a manifesté le projet, son projet, il apparaît comme un homme dont la caractéristique principale est le flegme. C'est quelqu'un qui est absolument ferme dans son propos, qui veut aller vers le nord et qui ne dévie pas de son projet. C'est un homme froid, ou plus exactement, nous dit Jules Verne, c'est l'homme du froid.
Et s'il peut être l'homme du froid, c'est parce que, nous dit Jules Verne, il a en lui suffisamment de chaleur intérieure. Et par conséquent, il est capable de vivre sous des températures qui feraient geler d'autres personnes. Il apparaît donc comme un homme froid, il est l'homme du Nord par excellence. Nous avons d'abord une lente marche vers le nord, une lente navigation vers le nord, avec toutes sortes d'épreuves, le froid apparaissant comme l'image fondamentale, si vous voulez, de l'épreuve. C'est ce qu'il y a de pire, le froid. Et au bout d'un certain temps, les épreuves deviennent de plus en plus dures et pourtant, le froid a des avantages. Le froid et les terres ou les mers boréales ont l'avantage d'une luminosité particulière. Le ciel et la lumière y ont de l'imagination. Les icebergs vont dessiner toutes sortes de paysages, vont faire penser à toutes sortes d'autres choses. Il y a dans les régions polaires une promesse de paradis, une promesse de paradis lumineux à l'intérieur duquel le corps de l'homme lui-même pourrait devenir lumineux. Mais dans toute la première partie du livre, ce ne sont que des annonces, des prémonitions. Et puis, les difficultés deviennent de plus en plus grandes. On espérait trouver du charbon dans une île où il avait été déposé quelques années auparavant par une autre expédition, et puis non, il n'en reste rien, tout a été pillé. Ils vont donc plus loin, et ils finissent par rencontrer une épave, et ils vont donc plus loin, ils sont obligés de s'arrêter. Le capitaine va partir en exploration avec 3 autres personnes. Le capitaine Hatteras part avec le docteur Claubonnet et puis 2 des marins. Un qui est le spécialiste en chasse à la baleine, ce qui ne vous étonne pas, qui s'appelle Simpson, et l'autre qui est l'ouvrier par excellence du bateau, c'est le charpentier qui s'appelle Bell. Après beaucoup de difficultés, ils finissent par rencontrer des cadavres, puis un homme qui est mourant, mais qu'ils réussissent à ranimer, et qui va les mener vers un autre bateau échoué, plus près du nord que n'importe quel autre bateau, mais il se trouve que c'est un bateau américain. Vous voyez que nous avons, dans la troupe, ici, nous avons 4 personnages qui vont être un résumé, ces 4 personnages vont être un résumé de l'équipage tout entier, lequel équipage tout entier est un résumé de la société. Il découvre à ce moment-là un navire américain et son capitaine américain. Ici, il y a un thème qui va devenir très important dans les autres romans de Jules Verne, qui va se développer avec le projet de voyage extraordinaire, donc si vous voulez, le projet d'enserrer toute la Terre à l'intérieur d'un filet de trajet, c'est le thème de la variété des différents pays et des différentes nationalités. Dans 5 semaines en ballon, nous avons dans la nacelle des Anglais et en dessous ce qu'on appelle aujourd'hui le tiers-monde, le monde noir et sombre de l'Afrique. Ici, nous avons, à partir d'un certain moment, non seulement des Anglais, mais l'opposition entre Anglais et Américains. Et les 4 personnages vont revenir au bateau primitif et vont découvrir que pendant leur absence, l'équipage s'est révolté. Ils vont découvrir que les marins sont partis, ont fait exploser le bateau et il ne reste qu'un seul personnage qui est là pour constater le désastre, qui est le maître d'équipage, qui est, si vous voulez, l'intermédiaire entre le capitaine et les hommes. Celui-ci s'appelle Johnson.
Entre-temps, le harponneur, le pêcheur de baleines, le chasseur par excellence, Simpson, est mort, et par conséquent, nous nous trouvons devant la structure suivante, 4 personnages. Le docteur, qui est le savant. Le maître d'équipage, qui est l'intermédiaire entre le chef et le peuple. L'ouvrier, qui est le charpentier Bell, et puis 2 capitaines, un double capitaine. C'est le capitaine Hatteras, l'anglais, et le capitaine Altamont, l'américain. Entre ces 2 hommes, une grande rivalité commence à flamber. Ce sont des frères ennemis qui deviendront peu à peu de véritables frères lorsque l'on approchera du pôle. Et c'est avec ces troupes tout à fait diminuées que la deuxième partie du voyage va commencer, cette deuxième partie qui va les mener jusqu'au pôle. Ils fabriquent ils commencent par aller retrouver le navire américain, ils s'installent pour un long hivernage, puis ils vont fabriquer une chaloupe qu'ils vont mettre sur un traîneau, et ensuite, au moment où le printemps va commencer, ils vont s'en aller vers le nord. Vont s'en aller vers le nord, ils vont s'en aller vers le pôle. Cette dernière partie du voyage, on peut dire, c'est la partie fondamentale. Jules Verne considère que le pôle est un point paradoxal. C'est pourquoi il s'y intéresse tellement. C'est un point autour duquel les choses vont changer de sens. C'est-à-dire que c'est un point qui est la figure de la résolution des contradictions. Ce qui ne va pas dans notre société, eh bien, on va pouvoir le faire aller lorsqu'on va le considérer d'un certain point que l'on peut appeler un point suprême, d'où les différentes oppositions vont être surmontées, où les choses vont vivre, où les éléments et les hommes, bien sûr, vont pouvoir vivre en harmonie. Jules Verne a bien pris soin, dans son voyage, de faire passer d'abord ces voyageurs par le pôle magnétique. Vous savez que l'aiguille de la boussole dans nos régions indique le nord, mais pas tout à fait le pôle nord. Et plus on monte vers le nord, plus la déclinaison, comme on dit, de l'aiguille magnétique va augmenter. C'est que le pôle magnétique, l'endroit qui est marqué par l'aiguille de la boussole, n'est pas exactement au pôle nord, elle est nettement au sud, du côté, disons, du nord du Canada. Jules Verne fait passer son voyage par le pôle magnétique. Et au moment où ils sont sur le pôle magnétique, le docteur va faire constater aux membres de l'équipage que l'aiguille de la boussole devient verticale. Même si elle est très bien équilibrée, elle va devenir verticale. Une fois ce point passé, nous allons avoir un renversement. Pour aller vers le pôle nord, il va falloir suivre la pointe sud de la boussole. C'est-à-dire que dans le trajet qui va entre le pôle magnétique et le pôle géographique, c'est en allant vers le sud magnétique que l'on va vers le pôle géographique. C'est-à-dire que nous avons là non seulement un renversement, mais nous avons la superposition de 2 choses qui semblaient complètement opposées. Ensuite, Jules Verne fait passer ces personnages et il les fait hiverner à ce qu'il appelle le pôle du froid.
c'est-à-dire l'endroit le plus froid de la Terre, qu'il situe dans le nord du Canada. Nous savons très bien maintenant que l'endroit le plus froid de la Terre se trouve en Sibérie. Le pôle du froid est en Sibérie, mais il y a un pôle secondaire, si vous voulez, dans l'Amérique du Nord. Alors, à partir du moment où l'on a dépassé le pôle du froid, au lieu d'avoir de plus en plus froid en allant vers le nord, on va avoir de moins en moins froid en allant vers le nord. Ces différents pôles vont être des figures de renversement beaucoup plus fondamentaux qui vont apparaître lorsque l'on approchera du pôle géographique lui-même. Cette montée vers le pôle va être, comme la montée vers les sources du Nil, une montée vers l'origine de la Terre et vers des possibilités d'avenir. En effet, en quittant leur hivernage, en allant vers le pôle géographique, ils rencontrent d'abord le printemps sur des terres. Et ce printemps est un printemps extrêmement sévère, extrêmement austère, mais c'est un printemps qui a des caractéristiques tout à fait étranges. Un printemps qui est en même temps le printemps du monde lui-même. C'est ce que Jules Verne va appeler l'Arcadie boréale. Et à l'intérieur d'une vallée, les personnages vont rencontrer des animaux qui n'ont jamais vu les hommes. Ils vont se retrouver, si vous voulez, ils vont se découvrir être des Robinson. Et être Robinson, pour Jules Verne, c'est avoir la possibilité de recommencer l'histoire. Les animaux, et en particulier les oiseaux, n'auront aucune espèce de défiance par rapport aux hommes qui arrivent là. C'était un spectacle curieux et touchant que celui de ces jolis animaux qui couraient, bondissaient et voltigeaient sans défiance. Ils se posaient sur les épaules du bon Clos Bonnet, ils se couchaient à ses pieds, ils s'offraient d'eux-mêmes à ses caresses inaccoutumées. Ils semblaient faire de leur mieux pour recevoir chez eux ces hôtes inconnus. Les oiseaux nombreux, poussant de joyeux cris, s'appelaient l'un l'autre, et il en venait des divers points de la ravine. Le docteur ressemblait à un charmeur véritable. Les chasseurs continuèrent leur chemin en remontant les berges humides du ruisseau, suivis par cette bande familière, et à un tournant du vallon, ils aperçurent un troupeau de 8 ou 10 rennes qui broutaient quelques lichens à demi enterrés sous la neige, animaux charmants à voir, gracieux et tranquilles, avec ces andouillés dentelés que la femelle portait aussi fièrement que le mâle. Leur pelage, d'apparence laineuse, abandonnait déjà la blancheur hivernale pour la couleur brune et grisâtre de l'été. Ils ne paraissaient ni plus effrayés, ni moins apprivoisés que les lièvres ou les oiseaux de cette contrée paisible. Telles durent être les relations du premier homme avec les premiers animaux au jeune âge du monde. Ainsi, l'endroit où il se retrouve, c'est le paradis, c'est ce qui reste du paradis terrestre. Et on va pouvoir remonter plus encore dans l'histoire de la Terre, aller plus loin que le paradis terrestre, pour trouver des racines plus fortes encore d'un paradis futur. Nous avons vu la dernière fois, avec 5 semaines en ballon, que, en allant vers les sources du Nil, on rencontrait une région paradisiaque que Jules Verne appelle la région de la Lune. Et c'est à propos de cette région de la Lune que se pose la question de la providence. Pourquoi Dieu aurait-il mis ces endroits où il est si agréable de vivre dans un continent comme l'Afrique? Et vous savez quelle est la réponse de Jules Verne par l'intermédiaire du docteur Ferguson? C'est que cela est préparé pour des siècles futurs. Pour l'instant, l'histoire se déplace de l'Europe en Amérique, mais il est très possible qu'ensuite elle se déplace vers l'Afrique. Eh bien, la grande île sur laquelle il se promène en ce moment a été nommée par l'Américain la Nouvelle Amérique. Vous voyez que nous suivons exactement le même thème. Cette Nouvelle Amérique
se trouvent dans des régions qui sont considérées habituellement comme inhabitables. Mais pour Jules Verne, ces régions ne sont pas fondamentalement inhabitables et l'homme est capable de les rendre habitables. Pour lui, toute la Terre, au bout d'un certain temps, deviendra habitable. Il faut avouer, répliqua l'Américain, que nous traversons une contrée bien inhabitée et bien inhabitable. Oh, inhabitable, c'est un gros mot, repartit le docteur. Je ne crois pas aux contrées inhabitables. L'homme, à force de sacrifices, en usant génération sur génération et avec toutes les ressources de la science agricole, finirait par fertiliser un pareil pays. Vous pensez, fit Altamont? Sans doute. Si vous alliez aux contrées célèbres des premiers jours du monde, au lieu où fut Thèbes, où fut Ninive, où fut Babylone, dans ces vallées fertiles de nos pères, il vous semblerait impossible que l'homme y eût jamais pu vivre, et l'atmosphère même s'y est viciée depuis la disparition des êtres humains. C'est la loi générale de la nature qui rend insalubres et stériles les contrées où nous ne vivons pas comme celles où nous ne vivons plus. Sachez-le bien, c'est l'homme qui fait lui-même son pays, par sa présence, par ses habitudes, par son industrie, je dirais plus par son haleine. Il modifie peu à peu les exhalaisons du sol et les conditions atmosphériques, et il assainit par cela même qu'il respire. Donc, qu'il existe des lieux inhabités, d'accord, mais inhabitables jamais. Et le trajet, vous voyez, le voyage, rend la Terre habitable. Toute la Terre, telle qu'elle est maintenant, étant donné les contradictions de nos sociétés, la Terre est difficilement habitable. Comment rendre la Terre habitable? Eh bien, d'abord par l'exploration de la Terre, et l'exploration en particulier des régions qui sont, comme dit Jules Verne, inconnues, des mondes inconnus, qui sont comme la respiration des autres. Eh bien, le pôle, pour Jules Verne, c'est une région paradoxale qui va faire respirer le reste de la Terre. Alors, nous sommes passés au-delà du pôle du froid, et le grand espoir du capitaine Hatteras, c'est, d'après des récits de navigateurs précédents, l'espoir qu'il y ait au pôle une mer libre, une mer dégagée de glace. Cette mer libre va être la prochaine étape, si vous voulez, et elle va être une image du paradis plus originelle encore que le paradis tel que nous le voyons, tel que nous venons de le voir dans l'Arcadie boréale. Cette mer dans laquelle on s'approche du pôle, c'est une mer qu'il parcourt maintenant en s'approchant de l'été, en s'approchant du solstice. C'est-à-dire que c'est un lieu dans lequel l'opposition entre le jour et la nuit est surmontée. En effet, à partir du moment où on a dépassé le cercle polaire, vous savez que au solstice d'été, le soleil ne se couche plus. Et que ce soleil de minuit, comme on l'appelle, va durer de plus en plus longtemps, plus on s'approche du pôle, et qu'au pôle lui-même, nous avons la coïncidence extraordinaire de l'année et de la journée. Il n'y a qu'un seul jour au pôle, un jour qui dure 6 mois et une nuit de 6 mois. Mais évidemment, la nuit et le jour habituels sont vécus tout de même. Et ainsi, on va avoir une nuit lumineuse. Vous connaissez peut-être un tableau de Magritte qui existe en de très nombreux exemplaires, il en a fait de très nombreuses répliques, de toute taille, qui s'appelle l'Empire des Lumières. C'est un tableau qui représente une rue obscure dans une ville, avec un réverbère par devant qui est allumé, et puis les maisons sont tout à fait obscures avec quelques fenêtres qui sont allumées. Mais derrière ces maisons, au-dessus des toits, il y a le ciel du plein jour, un ciel bleu avec de très jolis nuages. Nous avons donc la coïncidence du jour et de la nuit. Eh bien, nous allons voir que nos personnages vont explorer
vont éprouver dans leur navigation à l'intérieur de la mer libre du pôle, ils vont explorer la coïncidence du jour et de la nuit. Ils vont explorer quelque chose d'encore plus extraordinaire. Ils vont explorer l'équivalence du haut et du bas, car ils vont vivre dans un monde tellement lumineux où la mer sera tellement lumineuse qu'ils auront l'impression d'être suspendus au milieu d'une sphère de lumière. Vous voyez que le pôle est ainsi, à mesure que nous nous approchons du pôle, il se produit une transmutation des valeurs habituelles et il se produit une coïncidence des opposés. Ce point où l'on voit à la fois le jour et la nuit, la vie et la mort, le sud et le nord, le point où l'on peut s'installer pour considérer toute la réalité. L'aspect de cette région offrait de singuliers caractères d'étrangeté. Cette impression tenait-elle à la disposition d'esprit de voyageurs très émus et supranerveux? Il est difficile de se prononcer. Cependant, le docteur, dans ses notes quotidiennes, a dépeint cette physionomie bizarre de l'océan. Il en parle comme en parlait Penny, suivant lequel ces contrées présentent un aspect offrant le contraste le plus frappant d'une mer animée par des millions de créatures vivantes. La plaine liquide, colorée des nuances les plus vagues de l'outre-mer, se montrait étrangement transparente et douée d'un incroyable pouvoir dispersif, comme si elle eût été faite de carbure de soufre. Cette diaphanéité permettait de la fouiller du regard jusqu'à des profondeurs incommensurables. Il semblait que le bassin polaire fût éclairé par-dessous à la façon d'un immense aquarium. Quelques phénomènes électriques produits au fond des mers en illuminaient sans doute les couches les plus reculées. Aussi la chaloupe semblait suspendue sur un abîme sans fond. La mer est aussi lumineuse que le ciel, le bas est aussi lumineux que le haut. À la surface de ces eaux étonnantes, les oiseaux volaient en bandes innombrables, pareils à des nuages épais et gros de tempête. Oiseaux de passage, oiseaux de rivage, oiseaux rameurs, ils offraient dans leur ensemble tous les spécimens de la grande famille aquatique, depuis l'albatros, si commun aux contrées australes, jusqu'aux pingouins des mers arctiques, mais avec des proportions gigantesques. L'albatros et le pingouin, cela nous rappelle immédiatement deux thèmes poétiques fondamentaux chez les grands maîtres de Jules Verne. C'est le pingouin, cela nous rappelle le rôle que cet animal, cet oiseau joue dans les aventures d'Arthur Gordon Pym, qui est un des modèles des aventures du capitaine Hatteras, puisque les aventures d'Arthur Gordon Pym, c'est l'histoire d'un voyage vers le pôle, voyage interrompu. C'est un voyage vers le pôle sud, et que Jules Verne s'efforcera de mener jusqu'au pôle dans un de ses derniers livres, Le Sphinx des glaces. Eh bien là, nous voyons le pingouin dans une île, nous voyons des pingouins. Le pingouin est, si vous voulez, le hiéroglyphe animal du dandy. Et l'albatros, vous le savez bien, est la figure du poète chez Baudelaire et la figure de la culpabilité, du sacrifié dans le dit du vieux marin de Coleridge. Leurs cris produisaient un assourdissement continuel. À les considérer, le docteur perdait sa science de naturaliste. Les noms de ces espèces prodigieuses lui échappaient et il se surprenait à courber la tête quand leurs ailes battaient l'air avec une indescriptible puissance. Ce sont des oiseaux extraordinaires, des oiseaux inconnus qui vivent dans cette région qui est, on peut dire, l'intermédiaire entre la terre et le paradis, entre la société dans laquelle nous nous débattons et une société possible. Quelques-uns de ces monstres aériens déployaient jusqu'à 20 pieds d'envergure. Ils couvraient entièrement la chaloupe sous leur vol, et il y avait là par légion de ces oiseaux dont la nomenclature ne parut jamais dans l'Index Ornithologus de Londres. Mais la mer
est une variante du ciel. La mer est une autre version du ciel. Puis lorsque son regard, quittant les merveilles du ciel, glissait à la surface de cet océan paisible, il rencontrait des productions non moins étonnantes du règne animal, et entre autres des méduses dont la largeur atteignait jusqu'à 30 pieds, etc. Enfin, lorsqu'au-delà de la superficie liquide, le regard plongeait dans les eaux transparentes, le spectacle n'était pas moins surnaturel. De cet élément sillonné par des milliers de poissons de toutes les espèces, tantôt ces animaux s'enfonçaient rapidement au plus profond de la masse liquide, et l'œil les voyait diminuer peu à peu, décroître, s'effacer à la façon des spectres fantasmagoriques. Tantôt, quittant les profondeurs de l'océan, ils remontaient en grandissant à la surface des flots. Les monstres marins ne paraissaient aucunement effrayés de la présence de la chaloupe, ils la caressaient au passage de leurs nageoires énormes. Il y a cette confiance, c'est le paradis terrestre, une nouvelle version du paradis, mais un paradis plus extraordinaire que celui qui est décrit comme un jardin, puisque c'est un monde qui est devenu entièrement lumineux. Ils la caressaient au passage. Là où des baleiniers de profession se fussent à bon droit épouvantés, les navigateurs n'avaient pas même la conscience d'un danger couru, et cependant quelques-uns de ces habitants de la mer atteignaient à de formidables proportions. Alors je passe une longue description de ces animaux marins. Quelle beauté, quelle variété, quelle puissance dans la nature, comme tout paraissait étrange et prestigieux au sein de ces régions circumpolaires. L'atmosphère acquérait une surnaturelle pureté. On l'eût dite surchargée d'oxygène. Nous avons déjà vu chez Jules Verne le rôle que jouent les éléments. Nous avons ici, il y a des hommes, certains personnages qui sont faits pour habiter dans une certaine région. Nous verrons que le professeur Lidenbrock, minéralogiste, est fait pour explorer le centre de la Terre. Le capitaine Nemo sera décrit comme l'homme des eaux. Il est fait pour habiter dans l'eau. De même, le capitaine Hatteras est fait pour aller dans le nord, le froid, le vent, etc. Mais il y a encore un quatrième élément. Ce quatrième élément de l'ancienne physique et de l'imagination classique de la littérature européenne, c'est le feu. Comment le feu peut-il devenir habitable? Nous verrons des personnages de Jules Verne à certains moments jouer avec le feu, traverser le feu. Mais l'idéal, bien sûr, c'est de réussir à habiter même le feu. Comment faire pour habiter même le feu? Ceci, c'est ce qui est le plus extraordinaire, c'est ce qui est le plus surnaturel. À partir du moment où l'homme réussirait à habiter le feu, eh bien, l'homme serait véritablement le maître de la terre et la terre serait transformée en paradis. Ce feu habitable, chez Jules Verne, c'est l'oxygène. L'oxygène est ce qui va nous permettre de brûler. La respiration est une combustion. Nous n'en avons pas l'air, mais nous habitons déjà le feu. Nous sommes des fourneaux, des chaudières. Dans un récit symbolique assez naïf, mais assez curieux, qui s'appelle le Docteur Ox, Jules Verne nous décrit une cité dans laquelle un savant a décidé d'augmenter la proportion d'oxygène dans l'atmosphère. Et cela a comme résultat d'accélérer tout dans cette cité. Eh bien, de même, lorsqu'on s'élève dans l'air, on va avoir une plus grande proportion d'oxygène. Et donc, on va avoir une respiration plus pure, si vous voulez. Ici, au pôle, nous avons aussi une teneur en oxygène plus élevée qu'ailleurs. L'atmosphère acquérait une surnaturelle pureté, on l'eût dite surchargée d'oxygène.
Les navigateurs aspiraient avec délice cet air qui leur versait une vie plus ardente. Sans se rendre compte de ce résultat, ils étaient en proie à une véritable combustion dont on ne peut donner une idée même affaiblie. Leur fonction passionnelle, digestive, respiratoire s'accomplissait avec une énergie surhumaine. Les idées, surexcitées dans leur cerveau, se développaient jusqu'au grandiose. En 1 heure, ils vivaient la vie d'un jour entier. Au milieu de ces étonnements et de ces merveilles, la chaloupe voguait paisiblement au souffle d'un vent modéré que les grands albatros activaient parfois de leurs vastes ailes. Et à partir de ce moment-là, la nuit va venir. Mais c'est une nuit lumineuse. C'est une nuit dans la lumière. Eh bien, regardons comment Jules Verne va nous décrire cette superposition du jour et de la nuit. Les heures de la nuit sonnaient pour les zones tempérées comme pour les zones équinoxiales. Mais ici, le soleil, élargissant ses spirales, traçait un cercle rigoureusement parallèle à celui de l'océan. La chaloupe, baignée dans ses rayons lumineux, ne pouvait quitter ce centre lumineux qui se déplaçait avec elle. La chaloupe, nous avons ici une figure du centre. Nous avons déjà vu des figures du centre, de l'endroit où les choses se renversent, autour desquelles on tourne. Le pôle magnétique, le pôle du froid. Maintenant, la chaloupe elle-même est le centre de symétrie, de rotation, si vous voulez, de l'univers, à partir de quoi le reste apparaît comme harmonieux. Et la meilleure figure, ce sera le pôle lui-même, parce que c'est l'endroit où tous les méridiens vont se retrouver, et nous dira le docteur Claude Bonnet, c'est un endroit qui reste immobile alors que tous les autres points de la Terre tournent autour de lui avec une immense rapidité. C'est à partir de quoi, par conséquent, on peut avoir des repères. Ici, nous voyons bien ce centre habitable. Dans ce centre habitable, la nuit va arriver. Les êtres animés des régions hyperboréennes sentirent pourtant venir le soir comme si l'astre radieux se fût dérobé derrière l'horizon. Les oiseaux, les poissons, les cétacés disparurent. Où? Au plus profond du ciel, au plus profond de la mer, qui l'eût pu dire. Mais à leurs cris, à leurs sifflements, au frémissement des vagues agitées par la respiration des monstres marins, succéda bientôt la silencieuse immobilité. Les flots s'endormirent dans une insensible ondulation et la nuit reprit sa paisible influence sous les regards étincelants du soleil. Vous voyez que nous avons dans un passage comme cela, nous avons un formidable développement de la figure de rhétorique que l'on appelle l'oxymorone, qui est la figure fondamentale de la littérature mystique, que ce soit une mystique religieuse orthodoxe comme Saint Jean de la Croix ou Sainte Thérèse d'Avila, ou que ce soit une mystique laïque, une expérience poétique comme celle que l'on trouve chez les surréalistes ou bien chez soit les surréalistes orthodoxes, soit Georges Bataille, Antonin Artaud ou d'autres auteurs de ces régions-là. Après cela, ils vont approcher de plus en plus du pôle et il va y avoir une récupération, si vous voulez, une récapitulation, je veux dire, des épreuves. La chaloupe approche du pôle et on commence à s'apercevoir que sur le pôle, il y a un volcan. Il y a un volcan et il se trouvera que le cratère est sur l'endroit précis du pôle. C'est-à-dire que mettre le pied sur le pôle, c'est être capable de vivre dans le feu. Et évidemment, cela ne se peut pas littéralement. Mais nous allons avoir toute une série de récapitulations des épreuves, si vous voulez, d'une façon heureuse cette fois. Alors, une tempête, si vous voulez, et puis ensuite l'habitation du feu. Vers 6 heures du soir, il se fit une accalmie subite.
le vent se tut miraculeusement. La mer se montra calme et unie comme si la houle ne l'eût pas soulevée pendant 12 heures. Le brouillard, sans se lever, s'était fait étrangement lumineux. La chaloupe naviguait dans une zone de lumière électrique, un immense feu Saint-Elme resplendissant mais sans chaleur. Le mât, la voile, les agrès se dessinaient en noir sur le fond phosphorescent du ciel avec une incomparable netteté. Les navigateurs demeuraient plongés dans un bain de rayons transparents et leurs figures se coloraient de reflets enflammés. Et la voile, avec ses plis de feu, pendait le long du mât étincelant. Les avirons plongèrent dans les vagues ardentes et parurent soulever des flots d'étincelles faits de gouttes d'eau vivement éclairées. Et puis, peu à peu, ils sortent de cette zone extraordinaire. Ils vont rencontrer ensuite un grand glaçon chargé d'ours terribles auxquels ils vont échapper de justesse, et ensuite ils vont rencontrer